Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 13, l'inconscient constructeur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. C'est une idée qui nous a été un peu soufflée par un post de Chris Vuklicevic dans le forum El Bakin, on mettra le lien, qui parle avec grande justesse du fait que parfois, l'inconscient, c'est ce qu'il fait quand on écrit avant qu'on ne l'ait amené à la conscience, qu'il y a des petits indices qui ont été placés à gauche et à droite, et d'un seul coup, la raison comprend ce qu'elle est en train d'écrire depuis 200 pages, et on se rend compte que le revirement de situation, le coup de théâtre, ou la résolution de ce point de scénario qu'on n'arrivait pas à faire, finalement, tous les petits cailloux ont été semés, tous les détails dont on ne comprenait pas leur sens, qui semblaient de l'atmosphère, tout a été mis là, et d'un seul coup, mind blown, la réponse était comprise dans le manuscrit. La question, c'est déjà, est-ce que ça vous arrive, mais surtout, parce que ça pourrait être rigolo, est-ce qu'on a un moyen d'improviser ça? Est-ce qu'on a un moyen de stimuler l'inconscient constructeur? Est-ce qu'on a un moyen de l'amener à nous mettre ces petits cailloux pour finalement faire confiance au processus, lâcher prise, etc. Déjà, est-ce que vous adhérez à ce genre de choses? Est-ce que ça vous arrive? Moi quasiment, j'ai envie de dire que c'est même pas que ça m'arrive, c'est que j'ai l'impression que ça décrit mon processus. En tout cas, pas la partie écriture et la partie correction, relecture où on affine, mais quand les idées me viennent, elles viennent par des clics et j'ai envie de répondre pour le coup, j'ai pas de truc à donner parce que le truc de l'inconscient constructeur, je le fais inconsciemment. Donc ça se construit inconsciemment en plus. Mais j'ai l'impression en fait que c'est le cas de la plupart des auteurs parce qu'il y a tellement d'auteurs qui parlent de commencer un récit sans savoir où ils vont que nécessairement il y a quelque chose de cet ordre-là qui intervient. Je pense pas qu'on puisse fonctionner sans une part d'inconscient en tout cas, mais chez moi, dans la part strictement construction de l'intrigue, je peux même pas dire comment je le fais, ça se fait tout seul. Et c'est parfois en se retournant, en regardant le récit, qu'on dit ah ben oui, tout s'emboîte bien, mais à la limite, je l'ai presque pas fait exprès. Par contre, ce qui va être beaucoup plus conscient, c'est une fois qu'on prend cette matière brute et qu'on la reprend et qu'on regarde ce qui tient ou ce qui ne tient pas. Mais je suis bien embêtée pour expliquer comment je fais parce que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais écrit beaucoup, c'est que je fonctionne comme ça et je le contrôle pas Donc voilà, je pense que là-dessus vous aurez d'autres choses à dire, je pense. Moi, pour le coup, j'ai pas l'impression forcément de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que oui, souvent au début des histoires, j'ai des images, des ambiances dans la tête et puis j'essaye de demander quel sens on peut donner à tout ça en fait. Mais j'ai pas forcément l'impression que ça se construise dans un inconscient. Après, comme voilà, je suis clairement pas la plus calée pour tout ce qui est philo et questionnement sur soi-même du trio. Peut-être ce que j'ai de plus proche, c'est que j'ai vraiment appris, notamment en reprenant les méthodes de théâtre de Stanislavski, à laisser mes personnages me guider. C'est-à-dire à connaître vraiment assez mes personnages, mon univers, pour qu'au bout d'un moment, pendant que je suis en train de les écrire, c'est leurs mouvements qui vont m'arriver naturellement, quelque part, sur le papier. Et par moments, ça va m'amener dans des choses que j'avais pas prévues au synopsis. Souvent, ça va m'amener dans des choses que j'avais pas prévues au synopsis, d'où correction, réécriture et tout. Mais voilà, c'est peut-être ce que j'aurais de plus proche. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler. Donc, je l'avais travaillé au théâtre avec la méthode Stanislavski. Donc, il y a vraiment des méthodes. Et c'est l'idée de connaître tellement bien son personnage, d'où il vient, comment il réagit et tout, qu'au bout d'un moment, donc au théâtre, quand vous êtes sur scène en tant que comédienne, vos mouvements vont devenir ceux du personnage. Et quand je suis en train d'écrire, le personnage va vraiment s'imposer. Et en fait, sa logique va arriver de manière presque pas... Je vais pas avoir à réfléchir à cette logique, en fait. Elle va arriver et le personnage de lui-même va me dire quelque part ce qu'il a à faire. Mais quelque part, ça vient d'un gros travail de préparation. Et après, de laisser maturer, pas avoir peur de laisser maturer un récit, d'avoir des moments où on pense à autre chose, parce que mine de rien, ça continue de tourner en fond, quoi. Donc voilà, à la fois, je suis celle à qui cette méthode parle le moins, celle dont parle Chris. Mais par contre, pour le coup, je peux vous donner une technique pour ce que j'ai de plus proche, quoi. Connaissez vos persos au maximum, même les trucs qui vous semblent inutiles. Vraiment. Oui, mais les personnages, typiquement pour moi, c'est quelque chose qui vient inconsciemment et je pense que mes personnages se construisent presque toujours à partir de choses que j'ai vues ou que j'ai amalgamées sans m'en rendre compte dans le quotidien, dans mes propres relations avec les gens. Ça se construit à partir de choses que j'ai absorbées sans le faire exprès. Mais là où j'ai peut-être le plus cet effet, moi, c'est pas tant dans les points de narration. C'est vraiment qu'en général, j'ai des images qui viennent et qui vont se relier progressivement par une intrigue. Et en général, c'est arrivé à la fin du récit, au moment de me mettre à écrire, que je comprends quels sont les thèmes sous-jacents.
je ne sais jamais en commençant, quand j'ai mes personnages et mes situations qui viennent, quel sera le thème. Et une fois que tout s'est assemblé, je m'aperçois qu'il y a une espèce de fil conducteur qui était là, mais qui n'avait pas dit son nom jusqu'à présent. Et ça, je crois que je l'ai... Alors, sauf quand j'ai écrit à partir, par exemple, d'un appel à texte ou d'un thème imposé, le thème, en général, vient en dernier et il n'est jamais conscient. Ou il est très rarement conscient. En tout cas, le thème, ce qui va porter les personnages, ce qui va faire que quelque chose, les éléments résonnent entre eux, ça, c'est ce qui émerge en dernier. Et qui émerge inconsciemment. Alors, je suis pas jardinier, donc j'en parle pas de première main, mais de ce que vous décrivez, c'est marrant. En fait, ça m'évoque beaucoup de ce que j'ai pu voir ou discuter de la méthode des jardiniers au scripturel. Dean Wesley Smith, qui est grand jardinier devant l'Éternel, d'ailleurs, il a un bouquin qui s'appelle Writing into the Dark, où il dit plus ou moins que, en gros, la seule méthode valide d'écrire, c'est jardinier. Bon, alors moi je suis structurel, je suis bien embêté. Il dit de quoi on a besoin pour écrire, c'est quoi le minimum en fait. Et il dit c'est un personnage dans une situation ou dans un décor. Je pense que même quand on est architecte, c'est super important de savoir lâcher les chevaux à un moment. De toute façon, on ne peut pas tout contrôler dans l'écriture, et j'aurais même tendance à dire que même si on est très structurant, il faut pas en fait. Parce que c'est la meilleure manière de tuer la vie d'un projet. Et même si quand on structure, on sait quand même globalement où sont les coups de théâtre, les revirements, etc., surtout sur les projets complexes, il y a forcément une part d'inconscient. Et je crois que j'ai pas mal de structurels qui commencent. En tout cas, je sais que moi, j'avais un côté comme ça. Il y a la trouille de tomber à court de munitions. Mais l'inconscient, il sait ce qu'il fait, en fait. Même quand on structure, même quand on a l'impression qu'on sait pas où on va. Et c'est peut-être là, pour le coup, une clé. Et ça rejoint un peu, je pense, ce que tu disais, Estelle, c'est sur comment faire travailler, entre guillemets, l'inconscient constructeur. C'est simplement de faire confiance au processus et de faire confiance à ses envies. Et de faire confiance en se disant, même si je ne sais pas consciemment ce que mon projet est, mon inconscient, il sait. C'est pour ça que je reviens toujours un peu à ces histoires on en a parlé dans les épisodes précédents, de volonté, de moteur. J'aime bien, en fait, travailler par force génératrice, en fait. Même si j'ai tendance à structurer. Des forces génératrices pour les personnages où ils ont un certain nombre d'axes, d'envie, d'être au monde, de manière de réagir, effectivement, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils veulent aller. Ça marche pour les personnages, ça marche pour l'intrigue, ça marche pour un monde imaginaire ou pour un monde fictif aussi, où ce monde, il a un certain nombre d'axes aussi et de lignes de force. Et pour moi, suivre et dérouler les lignes de force, c'est ça qui donne une histoire. Et à la rigueur, si on est honnête et qu'on suit ses envies et qu'on déroule ses lignes de force, l'histoire, elle va arriver quelque part. J'en suis vraiment convaincu, alors que j'architecture. Elisabeth von Harburg, dans Comment écrire des histoires, un guide de l'explorateur, elle parle de la sensation très viscérale de se dire « j'ai une idée », et là, il y a un déclic qui fait « oui, c'est ça dont j'ai envie ». Et il y a quelque chose de très tripal, il y a une sensation très tripale de justesse. Et si ça part de façon totalement imprévue, même si en architecture, si la sensation très viscérale de se dire c'est juste, c'est cohérent, et en gros ça a du sens, eh ben, pour moi, toute la clé, c'est beaucoup dire, mais une manière de travailler avec l'inconscient, c'est vraiment d'être à la recherche de cette sensation très intuitive, de la cultiver aussi dans son travail à mesure aussi qu'on fait ses premières armes, d'essayer d'apprendre à reconnaître ce truc-là. En gros, quand est-ce que je suis content ou contente, quand est-ce que mon inconscient, il est content, et à partir de là, même si ça a l'air complètement n'importe quoi, je pense il en sortira toujours quelque chose d'intéressant, même s'il faudra corriger peut-être beaucoup derrière. Donc, c'est pas quelque chose de profondément technique, c'est vraiment, finalement, c'est être à l'écoute de soi. Ça fait très très New Age ce que je suis en train de dire, mais je pense vraiment que c'est vraiment une question d'écoute de sensation viscérale. On n'est pas dans l'intellect, justement, on est dans ce qu'on ne sait pas de soi, on est dans ce qui est par définition inaccessible. Donc le meilleur travail qu'on puisse faire, c'est de se mettre en dehors de son propre chemin, en dehors de son propre trajet, essayer de faire en sorte que la raison lâche prise et laisse les choses arriver. Et rendez-vous compte que c'est un architecte qui vous dit ça, c'est dire si je suis malade. C'est grave, docteur. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure de même on y va même si ça donne n'importe quoi. La partie de moi inconsciente qui fait les récits, c'est aussitôt écrié, surtout si ça fait n'importe quoi. Oui. Mon expérience m'a appris, mais alors ça c'est ma méthode personnelle parce que pour le coup on a vraiment chacun, pas simplement nous trois, mais tout le monde a son propre rapport à ça. Si je cherche une solution logique à une situation, en général, je vais aboutir à des choses qui sont relativement bateaux et ça va pas marcher. Alors que, au contraire, si je vois arriver des images et qui parfois sont
absurde. Ça m'est arrivé une fois d'une de mes nouvelles dans un de mes recueils qui s'appelle Les 5 soirs du lion, où on a une héroïne qui est en train de boire une bière sur une balancelle un soir d'été tranquillement, et à un moment donné devant elle il y a un lion. Et je me souviens du moment où j'ai eu ce déclic, j'étais en train de me dire tiens, je vois ce personnage, je vois la situation, le point de départ, qu'est-ce qui peut se passer? Et d'un seul coup cette image, un lion. Le premier réflexe c'est mais c'est n'importe quoi. Deuxième réflexe, ah mais justement parce que c'est n'importe quoi, c'est intéressant. D'où ça vient ça? Tout le récit s'est construit à partir de là. Et je sais que souvent j'ai mes meilleures idées quand des choses a priori absurdes sont venues et qu'ensuite je les ai laissées se rejoindre. C'est ça qui donne les choses les plus intéressantes. Mais ça vient de manière complètement instinctive. Et j'allais dire un truc que j'ai oublié. Oui, j'allais dire en fait au bout d'un moment, on apprend à reconnaître effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Lionel, cette sensation physique. Quand j'ai une idée et que c'est la bonne, et je ne sais pas encore pourquoi, mais je le sens dans mes tripes, je sais que là il se passe un truc. Je sais pas pourquoi, mais là, il faut que j'y aille. Même si ça a l'air d'être n'importe quoi. Ou surtout si ça a l'air d'être n'importe quoi. Et je pense qu'avec le temps, quand on sait que ça a marché comme ça une fois, on apprend à faire confiance au processus, mais c'est pas toujours évident. Par contre, je pense que d'après ce que disait Estelle notamment, et d'après ce que disent d'autres auteurs, ça ne marche pas pour tout le monde. Bah, disons, moi, je suis peut-être, pour le coup, la plus technicienne au sens, orientée technique. Voilà, c'est que... Oui, alors... Pour qu'un projet vive, pour moi, il faut toujours qu'il y ait un petit côté saut dans le vide. C'est-à-dire que je vais me lancer que dans des projets, quelque part, dont je ne suis pas sûre de voir la fin. Qui sont un tout petit peu au-dessus de mon niveau, et c'est ça qui va faire que le projet va être vivant. Mais ça, c'est vraiment pour le coup quelque chose où moi, je me rends compte, en plus, avec plus d'expérience, c'est plus facile de se rendre compte ce qu'on peut faire vraiment, ce qui est un peu au-dessus de notre niveau, etc. Donc pour moi, la justesse de la voix, par exemple, dans le projet, c'est super important. C'est pour ça que je réécris beaucoup les premiers chapitres. Mais pareil, c'est un peu... Pour moi, c'est pas de l'inconscient, c'est comme un musicien qui trouve la note juste, en fait. Et plus on écrit, plus on va sentir quand le projet sonne juste. Et au début, ma technique, c'était très bête. Hein. C'était, comme souvent, mon bêta-lecteur, et puis on fait des allers-retours jusqu'à ce que ça sonne juste, en fait. Jérôme a beaucoup souffert sur les premiers chapitres d'Un éclat de givre. Merci beaucoup à lui. Mais voilà, c'est ça. Et après, pour que l'histoire elle-même sonne juste, donc oui, j'ai toutes ces images dans la tête, mais déjà... Il y a des techniques aussi pour avoir plus d'images dans la tête, c'est très bête, c'est apprendre à observer le monde autour de soi, ça c'est des techniques de photographe aussi, mais mine de rien, pas simplement quand vous marchez dans les rues même de votre ville, d'essayer de voir tous les trucs un peu intéressants ou étranges, même dans des rues que vous connaissez par cœur, et ce sur quoi vous vous dites par exemple, tiens, il y a, j'en sais rien, un exercice très simple, mais c'est même dans votre quartier, quand vous avez des fenêtres allumées le soir, d'essayer d'imaginer les vies qui se déroulent derrière. Et voilà, apprendre à observer le monde d'une manière un peu dynamique, en fait. Lire, aller au cinéma, aller à des expos, quand vous pouvez, vraiment, nourrissez-vous d'images, nourrissez-vous d'histoires, parce que tout ça, ça développe, en tout cas pour moi, pas un inconscient, mais ça développe mes outils. Et ce qui va travailler en fond, en fait, quand j'invente une histoire. Et après, dans les outils, pareil, que j'utilise beaucoup, pour avoir, à partir de toutes ces images et tout, faire une histoire qui commence à prendre forme, c'est de cerner vraiment, et notamment au cours de discussions avec donc mon superbe groupe d'écriture. Merci à mon groupe d'écriture au passage. Voilà, mais de cerner, pour moi, l'ADN d'une histoire. Pourquoi je veux l'écrire? Ça peut être pour un thème, ça peut être pour un personnage, ça peut être pour plein de choses. Mais en tout cas, il va y avoir, pour le coup, une force motrice, vraiment qui fait que je veux écrire cette histoire. Et quand j'ai l'impression d'être un peu perdue ou quand je sais plus trop où j'en suis, toujours je reviens à ça, à cette première envie. Pourquoi j'écris cette histoire? Quel est son ADN? Donc voilà, donc moi je fonctionne pas à l'inconscient, en tout cas j'ai pas l'impression. Par contre j'ai des techniques paradoxalement des techniques pour faire du lâcher prise. Oui, c'est un peu bizarre, mais si vous faites partie des auteurs qui se disent oui mais le lâcher prise, moi je sais pas comment faire ou ça me fait peur, il y a des techniques pour ça aussi. Et donc justement d'avoir ces filets de sécurité derrière, ça permet de vous dire ok je lâche prise, mais de toute manière à un moment, si je sais plus où va mon histoire, j'aurai cet ADN là auquel me rattraper. Et donc, ça peut permettre d'explorer plein de choses tout en ayant une histoire cohérente à la fin, en fait. Alors, je suis d'accord à 100% avec tout ce que tu viens de dire. J'ajouterais que le filet de sécurité, de mon point de vue par rapport à ma propre méthode, le filet de sécurité, c'est de me dire si quelque chose me vient plus pendant l'écriture ou pendant de toute façon, il y a différentes étapes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un truc complètement absurde qui vient à un moment donné ou une phrase qui vient telle quelle qui a l'air bizarre. Personne ne va nous voir nous foutre à poil avant qu'on ait retouché le texte, en gros. Donc, de toute manière, on peut ensuite avoir une approche beaucoup plus consciente du texte, le reprendre, le relire, le corriger, le façonner, lui donner quelque chose d'un peu plus, je veux dire raisonnable, c'est triste dit comme ça, mais quelque chose d'un peu plus conscientisé.
et que si on lâche prise, on ne tombe pas dans le vide complètement. On peut se rattraper derrière. Je sais pas si les métaphores filées marchent très bien, mais vous avez vu l'idée. Non, je trouve que ça marche bien. De toute façon, je pense que l'écriture, en particulier, mais toute discipline créative, il y a forcément une balance entre l'envie, le tripal, le viscéral, le non expliqué, l'informé, l'inspiration avec tous les guillemets du monde, parce que c'est pas un terme que j'aime trop, parce que ça donne l'impression que, en gros, on attend qu'on écrit quand on est inspiré et ça marche comme ça. Mais il y a quand même une part d'ineffable, malgré tout. Et il y a cette danse-là, il y a ce côté-là, et puis ensuite, il y a tout ce qui est, ne serait-ce que le simple fait de rédiger, qui est quand même un acte résolu, c'est quand même un effort, à un moment il faut le faire, même si on est vraiment très très jardinier, il y a au moins ça, et si on intellectualise, on conscientise plus le processus de création, il y a tout ce qui est la construction, la part de raison, la part de se dire et s'il se passait ça, et s'il se passait ça, et c'est une danse entre les deux, et l'équilibre est personnel à chaque auteur et autrice, et même à chaque projet peut-être, je pense. Si on est plus du côté construction, raison, donc plus architecte, il y a une démarche qui consiste à aller à la découverte de son inconscient, de se concentrer pour lâcher prise, et dans l'autre sens, de faire confiance au processus, et aussi, une fois qu'on a le premier jet, d'élucider qu'est-ce que c'est que ce truc, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment ça fonctionne. Et je pense que c'est une danse personnelle à laquelle, en tout cas, si on le souhaite, hein, à laquelle tout auteur, autrice, doit aller à la découverte de sa danse personnelle non seulement en tant que personne, mais aussi par rapport au projet, parce que tous les projets, toutes les idées ne fonctionnent pas de la même façon et vont nécessiter souvent des techniques individuelles. Oui, et voilà, moi je suis du côté à la base assez rationnel, technicienne, tout ça de la force, à la fois par caractère, éducation, parcours perso. Et simplement, je vais faire mon petit moment New Age aussi, moi, je peux. Ouais. Ouais, autant j'ai l'impression, oui, de lâcher prise, j'y crois, mais c'est pas forcément l'inconscient. Pour moi, c'est plus mettre en place des techniques pour que l'histoire me guide. Mais c'est vraiment l'histoire qui va me guider. Aussi des trucs dont on a déjà parlé, par exemple, quand on est bloqué, au bout d'un moment, aller marcher, faire un tour, voilà, prendre une douche pour ceux qui réfléchissent sous la douche, j'en sais rien, chanter dans votre appartement si les voisins sont d'accord, enfin, etc. Maintenant, par contre, il y a un truc sur cette histoire d'inconscient, c'est que c'est très bête, mais je m'y attendais pas. Il y a des choses que j'ai écrites dans mes livres. Et en fait, je me suis rendu compte, ça m'a permis après de voir que c'est des choses qui résonnaient avec des aspects de ma vie que je voyais pas avant. Et il y a des trucs sur ma vie que j'ai compris, que j'ai découvert après coup, en lisant mes livres. Enfin, voilà, en ayant écrit mes livres. Et dedans, il y a des choses, en fait, c'était là. Et c'était des trucs sur ma vie que moi, je voyais pas. Mais je suis hyper nulle pour l'introspection, donc c'est pas surprenant non plus. Alors moi, pour le coup, je suis quelqu'un avec beaucoup plus porté que toi sur l'introspection, mais ce que tu décris, ça m'arrive tout le temps. Le nombre de fois où j'ai découvert des choses, à mesure qu'on apprend à se connaître en vieillissant, le nombre de fois où j'ai découvert que ça, c'est dans tel texte que j'ai écrit il y a 15 ans. Ah, c'était ça qu'il voulait dire, ce texte. Le texte essayait de me dire des choses sur moi. Finalement, il a dit sur des personnages et ça marchait en tant qu'histoire, mais parce que ça puisait dans des choses que j'avais pas encore formulées. Comme quoi on se rejoint sur certaines méthodes. Ah non, mais tellement. Et moi aussi, j'ai eu totalement. C'est rigolo que vous décrivez l'expérience. Pareil, il y a des tas de trucs où je fais, mais mes personnages sont vachement plus malins que moi dans la vie, en fait, parce qu'ils ont pigé des trucs avant moi. Non, c'est assez vertigineux ce truc. C'est assez génial aussi. Et en même temps, on se dit, mais c'est quand même ballot que mon travail l'ait compris avant moi. Ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. On l'aurait peut-être pas écrit sinon. C'est vrai, c'est très vrai. Une petite citation pour terminer. La plume est l'interprète de l'âme, ce que l'une pense, l'autre l'exprime. Et c'est Cervantes qui dit ça dans Don Quichotte. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire.